Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, pour le centenaire de la Grande Guerre, nous le consacrerons à l'armée. Démission du chef d'état-major, commémoration du centenaire de la Grande Guerre pas trop militaire, des invités douteux à l'Élysée. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, les tensions avec la Grande Muette ne manquent pas. Pour en parler, je suis avec le colonel Jacques Augard. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pour vous présenter, vous êtes colonel, donc officier de la Légion étrangère, en retraite. Faut le dire. Même si c'est une retraite très active, il faut le dire aussi. Vous avez participé à de nombreux théâtres de guerre, dont le Rwanda et le Kosovo, deux conflits qui ont fait naître deux ouvrages, Les larmes de l'honneur, 60 jours dans la tourmente du Rwanda, et L'Europe est morte à Pristina, cette fois-ci sur le Kosovo, c'était chez Hugo et compagnie. Alors colonel, pour commencer avec l'actualité, on a vu ce que les médias ont appelé l'itinérance mémorielle. D'ailleurs, on pourrait aussi parler peut-être du terme qui semble un peu péjoratif. À la veille de la commémoration du 11 novembre, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il ne voulait pas de cérémonie trop militaire. Comment l'armée française a-t-elle pu recevoir cette déclaration ? Écoutez, je ne veux pas parler pour les chefs de l'armée française qui sont assez grands pour le faire eux-mêmes. Moi, je réagis en tant qu'officier d'une vieille famille d'officiers. Mes deux grands-pères, l'un était officier d'active et l'autre était officier de réserve, ont fait 14-18. Ils ont été gravement blessés, décorés à nombreuses reprises. Je parle à titre personnel, mais je crois que c'est une erreur. Ce qu'on fête le 11 novembre 2018, c'est la victoire du 11 novembre 1918. La paix est arrivée plus tard, en 1919 ou en 1920 d'ailleurs, par un traité spécifique. Et donc, c'est l'armée française qui est à mettre à l'honneur pour ce 11 novembre 2018. Et je pense que c'est dévoyer l'hommage qui est dû aux poilus. Quand je dis poilu, c'est pas du tout un terme péjoratif, c'est vraiment un terme de respect pour tous ces soldats, de quelque grade qu'ils soient, des premières classes ou caporaux des tranchées aux maréchaux, tous les maréchaux confondus, y compris ceux qui n'ont pas été maréchal de France et qui auraient pu l'être, je pense au général de Castelnau. Voilà, et je pense que cet hommage-là aurait dû leur être rendu solennellement sur les Champs-Élysées, par un défilé militaire. On n'a pas tous les ans l'occasion de fêter la victoire de 1918, cette grande guerre qui a fait quand même 1 400 000 morts parmi de soldats français. Alors on a vu quand même que des voix étaient discordantes, y compris dans l'armée. On l'a vu notamment avec le général Dary, ancien gouverneur de Paris, général 5 étoiles, qui, pour lui, a considéré que finalement Emmanuel Macron avait fait beaucoup plus qu'un grand nombre de chefs d'État, notamment en regroupant plus de 80 chefs d'État à Paris pour ce centenaire, et justement avec cette itinérance mémorielle en passant sur les zones de combat de cette grande guerre. Est-ce que finalement, c'est pas un point de vue qui se défend, puisque c'est factuel? Alors j'aime beaucoup le général Dary, qui est un ami, pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'amitié depuis des années. Et là, je suis un petit peu en désaccord avec lui. J'estime que cette itinérance mémorielle, si elle devait avoir lieu et s'appeler ainsi, d'ailleurs je trouve le terme est un peu pompeux, il fallait la consacrer exclusivement à la mémoire et au recueillement. Il ne fallait pas en faire une campagne, une pré-campagne politique en vue des européennes. Et il y a un mélange des genres. On voit bien que finalement la semaine écoulée a été une semaine alternant moments théoriques de recueillement et polémiques diverses et variées qui ont dégradé complètement cette semaine d'itinérance du président de la République à travers les lieux des combats de 14-18. Donc ça c'est le premier point. Et deuxièmement, la grande messe qui va avoir lieu à Paris pour le 11 novembre, je n'ai rien contre la paix, parce que la paix c'est ce qu'il y a peut-être de plus difficile à gagner, encore plus que la guerre, et donc il faut souligner l'importance de la paix, mais encore une fois, ne nous trompons pas de calendrier, le 11 novembre 2018, c'est le centenaire de la victoire du 11 novembre 1918. Donc voir des pays comme l'Allemagne représentés, c'est très bien, mais voir
l'amitié franco-allemande prendre le pas finalement sur l'amitié franco-russe ou franco-serbe ou franco-britannique ou même franco-américaine dans cette commémoration me choque. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu lors de cette semaine certains dérapages émaillés de certains coups médiatiques. Évidemment le plus connu entre guillemets est celui de la déclaration d'Emmanuel Macron au sujet du maréchal Pétain. Je vous propose de la regarder, nous réagirons ensuite. Je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Et le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Voilà, c'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. Et on va poursuivre. Avant de vous redonner la parole sur ce sujet, on va regarder également les tweets qui ont été faits sur ce sujet. On va voir que c'est plutôt négatif dans son ensemble. Non, président Emmanuel Macron. Jamais un grand soldat n'aurait livré résistants et juifs, dont d'anciens combattants, à la barbarie nazie, ni adopté des lois antisémites qui souillent notre histoire. Son nom reste synonyme de trahison. C'est plus que funeste. Réhabiliter Pétain est une impossibilité morale et historique, une faute majeure de Macron. La victoire de Verdun a été effacée par la trahison et l'immonde collaboration de Vichy. Le maréchal Joffre est le vainqueur militaire de la guerre de 14-18. Pétain est un traître et un antisémite. Ses crimes et sa trahison sont imprescriptibles. Macron, cette fois-ci, c'est trop. L'histoire de France n'est pas votre jouet. Macron serait avisé de s'inspirer de Jacques Chirac, dont je partage la conviction, le maréchal Pétain a couvert de sa gloire le déshonneur de la collaboration et de la participation de l'État à la déportation des Juifs. Cette tâche dans notre histoire efface sa gloire militaire. Macron, comme De Gaulle jadis, salue le Pétain de 14-18. Rien de scandaleux si on précise bien la sinistre fin de règne du maréchal. Stop aux anachronismes et à l'instrumentalisation de l'histoire. Si Pétain n'avait pas été perçu comme le vainqueur de Verdun en 1916, il n'aurait jamais été appelé à jouer son funeste rôle entre 40 et 44. Le président de la République a raison, l'histoire est complexe. Taxes, carburant, pouvoir d'achat, emploi, sondage, et hop, pirouette. Pour tenter de s'en sortir, Macron aurait quand même pu trouver autre chose que Pétain. Alors au-delà de ceux qui voient une tentative de diversion un peu ratée, visiblement, qu'est-ce que ça vous inspire, cette polémique ? Écoutez, moi je trouve que la première partie, en tout cas, de l'appréciation du président de la République, pour une fois, je suis loin d'être d'accord avec ses déclarations, est juste. J'écoutais ce matin mon ami Michel Goya, qui est un historien militaire respecté, et en particulier de la Première Guerre mondiale, dire qu'effectivement, il ne pouvait pas être évoqué la victoire de 1918 sans évoquer le nom du maréchal Pétain, qui a été un grand soldat et dont je rappelle qu'en 14 il était un vieux colonel prêt de prendre sa retraite et que c'est la guerre de 14-18 qui a fait le général Pétain et le maréchal Pétain. En 1940, c'est l'Assemblée du Front populaire qui a confié le pouvoir au maréchal Pétain, qui était un vieillard extrêmement fatigué, je dirais presque au bout de ses limites d'homme conscient et d'homme actif, et qui s'est retrouvé aux prises avec un certain entourage. Je trouve un peu facile, aujourd'hui, de déverser sur lui des tombereaux d'insultes et de mépris, alors que cet homme a accepté le poids de cette charge épouvantable dans des conditions épouvantables, et qu'il savait au fond qu'il n'avait rien à y gagner. Et donc, de ce point de vue-là, je serais assez d'accord avec l'appréciation plutôt de Robert Ménard, et ça ne vous surprendra peut-être pas. Voilà. Alors, je tiens à dire ça parce que ça me paraît quand même essentiel. J'ai un grand-père qui était officier général, qui a fait les deux guerres, qui a fait entre les deux la campagne du Maroc, et qui était tout à fait réticent à l'égard d'un certain nombre d'actions et de mesures et de lois et d'actions conduites par l'État français, mais qui savait faire la différence entre le maréchal, chef de l'État, qui était un vieux monsieur, ô combien dépassé par un certain nombre de choses, et l'entourage
issu du Front populaire qui était autour de lui et qui a pris un certain nombre de décisions, dont certaines décisions me paraissent à moi personnellement indignes. Voilà ce qu'il faut quand même dire pour l'histoire. Alors, ce qui est quand même un peu particulier, c'est qu'on a vu les journalistes, puis le monde politique s'abattre sur Emmanuel Macron après ses déclarations. Mais si on revient un petit peu en arrière, et pas avec n'importe qui, mais avec le général de Gaulle, on se rend compte que le général de Gaulle a fait à plusieurs reprises des déclarations qui sont très semblables à celles qu'Emmanuel Macron a pu faire. On va le réécouter. La gloire qu'il acquit à Verdun, qu'il avait acquise à Verdun, 25 ans auparavant, et qu'il garda en conduisant ensuite l'armée française à la victoire, ne saurait être contesté ni méconnu par la patrie. Alors, c'est peut-être une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus reconnaître les capacités du maréchal Pétain, qui n'était pas encore, en l'occurrence à Verdun, et dissocier cela de son action pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que de Gaulle, lui, pouvait le faire? Alors, inutile de vous dire, je suis, pour une fois, totalement d'accord avec le général de Gaulle dans cette appréciation. Une fois n'est pas toujours coutume. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes prisonniers d'un certain nombre de tabous qui ont été instaurés à partir d'ailleurs des années 45-46 et qui ont suivi. Seule la stature du général de Gaulle pouvait faire taire un certain nombre de voix qui aujourd'hui n'ont personne pour les contrôler. Donc on est dans une instrumentalisation de l'histoire et encore une fois je ne défends pas le régime de Vichy mais je défends le maréchal Pétain en tant que vieil homme couvert de gloire, qui a été, je pense, largement dépassé par les événements, mais qui a vraiment fait le don de sa personne à la France, dans tous les sens du terme. Et comme le disait le colonel Rémy, qui était un grand résistant et dont personne ne contestera l'engagement dans la résistance, il a été en quelque sorte un bouclier, même si c'était un bouclier imparfait, tandis que de Gaulle essayait d'être l'épée. Donc je pense qu'il faut rappeler ça aux Français et aux générations actuelles et qui vont venir, parce que selon moi, c'est la vérité de l'histoire, la vérité objective et qui élève un peu le débat quand même. Alors justement, élever le débat, c'est ce qu'on va essayer de faire par la suite, parce qu'on a vu que ces commémorations ont été fortement émaillées par cette sortie d'Emmanuel Macron, à tort ou à raison, mais pour autant, c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron jette d'un certain point de vue le discrédit sur l'histoire de France, y compris son histoire contemporaine. Je pense que c'est pas vous qui allez me contredire, notamment quand le président Emmanuel Macron a reçu en grande pompe à Paris le président Paul Kagame, le président rwandais. J'imagine que pour un militaire, comme vous l'avez été, dans les forces de l'opération turquoise au Rwanda, ça a été quelque chose d'assez symbolique, symboliquement dur. Oui, alors moi je comprends qu'il y ait des nécessités de diplomatie qui amènent un président de la République à recevoir un autre président de la République d'un pays étranger avec lequel on n'a pas de lien d'amitié particulier. Les relations entre le Rwanda et la France, elles sont complexes parce que c'est ainsi que les veut le président Kagame lui-même, qui depuis 25 ans insulte la France et son armée à toutes occasions. N'hésitant pas à produire d'ailleurs un faux rapport en 2008, un rapport de 800 pages, avec des faux facsimilés qui prêtent à rire tellement ils sont grossiers. Et je pense que ce personnage peut être reçu à Paris, mais avec une certaine réserve et une certaine distance, et pas en lui remettant, par exemple, les clés de la francophonie, organisation internationale, qui a été confiée finalement au numéro 2 de ce régime rwandais, connu par ailleurs pour son totalitarisme, connu pour son interventionnisme dans toute l'Afrique centrale. Un génocide est en cours au Congo actuellement, qui a fait déjà plus de 6 millions de morts en 25 ans, qui n'intéresse personne, et qui est le fait de Kagame et de son régime. Alors, recevoir en grande pompe, effectivement, le président Kagame à Paris, ça me paraît être une insulte aux soldats français, eux-mêmes insultés par M. Kagame depuis tant d'années. Oui, parce que qu'on comprenne bien, c'était d'ailleurs l'objet de votre livre sur le Rwanda et sur le conflit au Rwanda, Paul Kagame a toujours considéré, du moins c'est toujours plus à répéter, que l'armée française était en partie responsable du génocide des Tutsis, lui-même étant Tutsi et ayant pris le pouvoir du Rwanda après le conflit rwandais.
Absolument. Donc Kagame, les accusations de Kagame, c'est contre la France d'abord, contre les militaires français n'ont jamais fait que exécuter les ordres du pouvoir politique, mais bien sûr en prétendant aussi que l'armée française s'est mal conduite au Rwanda. Ça, je peux vous certifier du contraire. Mais il est évident que c'est Kagame lui-même qui est à l'origine de la mauvaise relation qui existe entre le pays d'aujourd'hui, le Rwanda d'aujourd'hui, et la France. Ce que je regrette, moi, c'est que on va tout droit, je pense, si on continue sur cette voie, à une déclaration de repentance en avril prochain pour les 25 ans du génocide à Kigali du président de la République, de M. Macron. Je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas lieu, compte tenu de tous les signaux qui sont envoyés aujourd'hui. Et ça, je trouve ça proprement scandaleux, parce que c'est une falsification de l'histoire, c'est un affaiblissement avoué, voulu du rayonnement français et de l'histoire de France, en particulier dans ce drame rwandais. Et ça, je trouve ça insupportable. C'est d'autant plus étonnant, entre guillemets, comme position, puisque on sait que l'armée française n'est pas allée au Rwanda pour prendre position pour un camp ou pour l'autre, ou au contraire, plutôt pour protéger les populations civiles. Donc, bien sûr, on confond des périodes différentes. Entre 1990 et 1993, l'armée française a soutenu les phares, les forces armées rwandaises du gouvernement légal du Rwanda, du président Habyarimana à l'époque, en fonction d'accords de défense ou d'accords de coopération qui existent avec un certain nombre d'États africains et qui sont appliqués et toujours appliqués aujourd'hui. Enfin, soit dit en passant, aider les forces d'Habyarimana, plutôt Hutus, bien sûr. Fait, ça ne voulait pas dire participer au génocide des Tutsis. Mais il n'y avait pas de génocide, et il y avait à l'époque déjà un certain nombre de massacres, de part et d'autre d'ailleurs, qui avaient commencé bien plus tôt, en 1959 ou 60, au moment de l'indépendance et de la conquête du pouvoir par la majorité Hutu. C'est vrai tout ça, mais la France n'a jamais participé, bien entendu. La France a fait tout ce qu'elle pouvait, et je ne défends pas particulièrement M. Mitterrand et M. Balladur en disant ça, mais je pense qu'ils ont fait loyalement, honnêtement et comme il sied à des responsables français de haut rang, tout ce qu'ils pouvaient pour mettre un terme à cet abominable génocide dont le monde entier se fichait éperdument, en particulier la communauté internationale, en particulier le monde anglo-saxon, puisque c'est Madame Madeleine Albright qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour empêcher l'opération turquoise de se dérouler fin juin, fin août de 1994, alors que cette opération aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt et mettre vraiment sauver beaucoup plus de vies si elle avait été décidée plus tôt, mais les États-Unis, par la voix de Madeleine Albright, s'y opposaient et ont tout fait pour retarder la déclaration 929 des Nations Unies qui permettait à la France d'intervenir pour faire cesser le génocide. Donc là, il y a une mystification historique incroyable qui dure depuis 25 ans, avec la complicité, je dois dire, de médias qui reprennent les uns les autres ce qui a été émis il y a 25 ans par un ou deux journalistes ou peu scrupuleux et manipulé, ou d'une naïveté totale, mais on est dans ce contexte-là et c'est insupportable. Voilà. Alors on va tourner le volet du Rwanda. Colonel Hogar, on va s'intéresser à présent à un autre conflit auquel vous avez participé, on l'a dit tout à l'heure, c'est le conflit au Kosovo, puisqu'Emmanuel Macron a également reçu à l'Élysée Hashim Thaçi, qui était donc le patron de l'UÇK à l'époque du Kosovo et qui est aujourd'hui le président de la République du Kosovo. Donc j'imagine que déjà la République du Kosovo, c'est un terme qui va vous faire réagir. Je préfère parler de RFK, République fantoche du Kosovo, parce que je m'accroche, moi, à la résolution 1244 des Nations Unies de 1999, qui est toujours en vigueur, et qui précise, qui stipule que le Kosovo est une province, Kosovo et Metochi d'ailleurs, si on donne le nom complet, est une province de la République de Serbie, auquel elle est indiscutablement rattachée, parce que ça en est le cœur historique, le cœur spirituel. Cette province est couverte d'églises et de monastères très anciens, serbes, orthodoxes, et qu'elle en est le cœur identitaire en réalité. Voilà, donc voir Hashim Thaçi à l'Élysée, c'est pareil. Je vous dirais la même chose que pour Paul Kagame. Si c'est une action de diplomatie, on peut à la limite le comprendre. Ce que je ne comprends pas, c'est les poignées de main, les embrassades et le côté un peu tactile de cette relation, tel qu'on a pu le voir sur un certain nombre de photos.
Ça dénote une complicité de très mauvais goût, à mon avis, à mon humble avis. Et puis, je regrette alors infiniment la suite du programme. La suite du programme, c'est le drapeau de cette République fantoche affiché à Notre-Dame de Paris la semaine dernière, aux côtés des drapeaux des puissances alliées de 1914-1918. Surtout à Notre-Dame de Paris, quand on sait que les chrétiens ne sont pas particulièrement bien traités, sont particulièrement persécutés. C'est tout le travail de cette remarquable ONG Solidarité Kosovo d'Ardo Gouillon qui fait un travail considérable au Kosovo aujourd'hui, avec toutes les difficultés qui lui sont imposées par cet État fantoche. Mais c'est vrai. Et alors, quand vous pensez que Hashim Thaçi, qui est un chef mafieux, terroriste, dont le surnom est flatteur, le serpent, utilisé depuis bientôt 30 ans, qui est également une créature, comme Paul Kagame, d'ailleurs, de Madeleine Albright, la même Madeleine Albright. Quand vous pensez que cet homme va être reçu le 11 novembre parmi les chefs d'État représentant leur pays à l'Arc de Triomphe, moi, ça me scandalise absolument. C'est la raison pour laquelle je n'irai pas, moi, le 11 novembre, à l'Arc de Triomphe, et j'en suis fort malheureux. Parce qu'encore une fois, je pense à mes deux grands-pères, je pense à mes grands-oncles, dont l'un est mort sur le front d'Orient sous les ordres du maréchal Louis Franchet-Desprez, dont l'autre est mort au Mont-Kemmel en Belgique. Je ne peux pas ne pas penser à ça avec émotion et en vouloir terriblement aux politiques qui salissent la mémoire pour en faire une opération politicienne. Voilà. Alors concernant Hashim Thaçi, on sait que des enquêtes avaient été menées, du moins sur son entourage, d'exactions absolument épouvantables durant le conflit au Kosovo. Je crois même que vous aviez été appelé plus ou moins pour témoigner. Qu'en est-il en fait? Quelles sont les suites de tout cela? Il n'y a plus aucune trace de cette initiative qui remonte à 2 ou 3 ans en arrière maintenant. Je crois que c'est un euphémisme d'ailleurs, parce que beaucoup de témoins ont disparu. Cette initiative relevait de l'Union européenne, il faut le dire. Une fois n'est pas coutume là non plus. Oui. Et il s'agissait évidemment d'enquêter sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité commis par l'UCK, donc rébellion terroriste albanophone aujourd'hui mis au pouvoir par l'Union européenne d'ailleurs, et par l'OTAN. Dans cette province serbe du sud de la Serbie. Cette instruction, cette procédure devait se dérouler. On m'avait demandé si j'étais prêt à témoigner. Un procureur français m'avait demandé si j'étais prêt à témoigner. J'avais dit bien évidemment oui. Sachant que déjà un certain nombre de témoins, serbes, albanais, roms, disparaissait au fur et à mesure de l'avancée de cette procédure. À l'époque, il y a maintenant 2 ans, ce procureur m'avait dit que le dossier concernant Hashim Thaçi et son entourage était quasiment bouclé et qu'il y avait matière à l'inculper formellement de tous ces crimes, en particulier de ces trafics d'organes dont on a occulté maintenant complètement la réalité, alors que c'est quelque chose d'abominable. Voilà. Alors on va tourner cette lourde page à présent du Kosovo pour parler de l'Union européenne qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises. Nous sommes à 7 mois des élections européennes. D'ailleurs, vous avez expliqué que d'une certaine manière, Emmanuel Macron cherchait à transformer cette commémoration du 11 novembre en début de campagne pour les européennes, pour son mouvement La République En Marche. On sait que Macron se positionne très en faveur de l'UE, il est très progressiste, de son point de vue en tous les cas, et en toute logique, il a également réutilisé le vieux serpent de mer de la défense européenne. Il l'a répété à plusieurs reprises, y compris dans son dernier entretien. Je vous propose de réécouter. Au début de la prochaine décennie, l'Europe devra ainsi être dotée d'une force commune d'intervention, d'un budget de défense commun et d'une doctrine commune pour agir. Face à l'international du terrorisme, l'Europe de la sécurité doit être notre bouclier. Ils s'infiltrent partout en Europe, leurs ramifications sont là, c'est donc ensemble que nous nous devons d'agir, de la prévention à la répression. C'est pourquoi nous devons aussi instituer un parquet européen contre la criminalité organisée et le terrorisme, au-delà des compétences actuelles qui viennent d'être établies. On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne.
face à la Russie qui est à nos frontières et qui a montré qu'elle pouvait être menaçante. Moi, je veux construire un vrai dialogue de sécurité avec la Russie, qui est un pays que je respecte. Alors, une défense européenne contre la menace de la Russie. Alors, je ne sais pas ce qui va plus vous déranger. Il y a deux choses qui me font réagir sur ces deux. La première, c'est l'Organisation internationale du terrorisme. Bon, il faut le nommer. C'est l'islamisme conquérant. Wahhabite qui est au travail. Voilà. Donc, je pense que dans ce contexte-là, nous ferions bien d'aller jusqu'au bout de cette logique avouée par le président de la République et de nous intéresser à une coopération beaucoup plus active avec un pays comme la Syrie ou avec un pays comme l'Irak ou avec un pays comme l'Iran qui combat également ce fléau et bien sûr la Russie qui est en première ligne, en particulier en Syrie. Donc, je pense que cette approche, déjà, serait plus réaliste et pragmatique, plus efficace aussi, parce que tous ces pays, au fond, ne demandent que ça. Parler d'armée européenne, alors ça me fait presque mourir de rire, excusez-moi, mais l'armée européenne, vieux rêve, fantasme, totalement déconnecté de la réalité, on voit bien qu'on a beaucoup de mal à faire une Europe. Je pense même, moi j'ai écrit qu'elle était morte à Pristina il y a maintenant un certain nombre d'années. Cette Union européenne est malade, elle est totalement antidémocratique, elle est totalement ignorante de la volonté des peuples. On le voit bien aujourd'hui à travers tout ce qui est en train de se passer en Europe centrale et ailleurs. On peut parler de populisme, ça me fait sourire également, parce qu'en fait, dès lors qu'on est contre ce système très antidémocratique, on devient un populiste. Bon. Moi, je crois que la véritable capacité militaire aujourd'hui en Europe, elle est en Grande-Bretagne et en France. Les Allemands essayent de nous rattraper. Les Allemands ont de véritables volontés de revanche 100 ans après, ou un peu moins après leur défaite de 1945. C'est la puissance économique de l'Europe et on s'aligne derrière eux, qui eux-mêmes s'alignent très souvent et trop souvent derrière les États-Unis d'Amérique et l'OTAN dont ils sont le bon élève. Donc le vrai problème aujourd'hui, il nous faut revoir notre position vis-à-vis de l'OTAN, mais l'armée européenne est un rêve et un fantasme. L'armée, c'est l'élément de souveraineté d'un pays, je dirais au sens État, nation et patrie. Trois notions qui sont différentes, dont les gens ont un peu oublié la signification et qu'ils mélangent souvent, mais qui sont véritablement un enjeu de souveraineté et d'indépendance nationale. C'est toute la politique du général de Gaulle, avec la force de frappe nucléaire, avec le retour de la France en force en 1945 avec son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, etc. Un siège d'ailleurs qu'il est question de partager avec l'Allemagne. Oui, autre aberration. Je vois au nom de quoi, mon Dieu, mais vraiment, autre aberration, autre manifestation claire d'une volonté de dissoudre la France dans un ensemble européen sans âme et sans identité. Je ne suis pas anti-européen. Je pense même que l'Europe a un véritable sens. Si c'est l'Europe, si c'est une Europe qui regroupe un certain nombre d'États, fiers de leurs racines chrétiennes, fiers de leur indépendance, fiers de leur identité, et qui sont prêts à collaborer pour leur sécurité collective. Là, oui, ça a un sens. Mais alors, bien entendu, il faut y intégrer la Russie, qui est une puissance euro-asiatique, mais qui est néanmoins largement une puissance européenne. Et il faut réimaginer une Europe de l'Atlantique à l'Oural, comme le disait le général de Gaulle. Donc voilà, ça c'est l'avenir. Le reste, c'est du blabla de politiciens. Alors, comment pourrions-nous imaginer une armée française au sein d'une armée européenne? Est-ce que ce ne serait pas finalement gage de délitement total de sa hiérarchie, de ses donneurs d'ordre? Mais je vous dis, l'armée européenne n'est pas souhaitable parce que d'abord, vous ne construisez pas un outil qui ne correspond pas à quelque chose de réel. Or, l'Europe, aujourd'hui, je suis désolé, on le voit bien tous les jours, n'existe pas. Quand vous voyez que en matière de défense, que la Belgique préfère acheter des avions de chasse américains que des avions de chasse français qui sont réputés parmi les meilleurs du monde, il y a déjà là un souci d'évidence. Quand vous voyez qu'on abandonne en France une partie de notre industrie de défense et qu'on la brade même, je dirais, à l'Italie ou à l'Allemagne, je dis il y a un vrai souci. Est-ce que on croit sérieusement
que le général de Gaulle étant toujours vivant, il aurait accepté ce genre de choses. Bon, je le dis à tous ces gens qui se prétendent gaullistes, car ils sont tous gaullistes. Hein. Donc, vraiment, donc, soyons sérieux. Donc, je pense que, bien entendu, une armée est une armée nationale. Ça n'empêche qu'elle puisse collaborer avec des armées alliées, de la manière la plus organisée possible, avec des procédures, avec un certain nombre d'exercices communs, avec un certain nombre de matériel éventuellement commun, etc., pour des questions de subsistance, de maintenance, etc. Mais une armée est une armée nationale, qu'on le veuille ou non. Elle correspond à un élément essentiel de souveraineté nationale. Vouloir la dissoudre dans un magma européen dont on ne sait d'ailleurs pas qui seraient les maîtres, ça me paraît extrêmement inquiétant et dangereux. Mais est-ce que finalement on ne pourrait pas se poser la question de savoir si l'armée française aujourd'hui a encore un poids suffisamment important dans une ère de globalisme, de mondialisme ? Écoutez, l'armée française, d'abord, c'est une belle armée, malgré des moyens qui lui sont chichement comptés régulièrement, et malgré les effets d'annonce, et malgré un certain nombre de correctifs qui sont apportés de temps en temps ici ou là. C'est une très belle armée parce que les hommes sont de très grande qualité. Et je pense en particulier à tout ce qui constitue l'armée française, toutes les couches qui constituent l'armée française, des officiers très supérieurs aux militaires du rang. En passant par les sous-officiers qui sont un peu l'épine dorsale. On a une belle armée. On a une armée qui est motivée, qui est engagée, qui est courageuse, qui est professionnelle, qui est rompue à un certain nombre de missions difficiles et qui nous est enviée d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la seule véritable armée en Europe, avec les Britanniques, à pouvoir intervenir à peu près n'importe où dans le monde dans des conditions parfois difficiles et acrobatiques du fait du manque des moyens. Mais ça c'est la réalité. Alors aujourd'hui, bien sûr qu'en 1918, on avait la première armée du monde. Je pense que la France avait la première armée du monde. C'est plus le cas aujourd'hui. Bien entendu, l'armée américaine est puissante, mais elle est puissante par son matériel et ses technologies, et pas, je pense, parce que je les connais un peu, par la qualité humaine. Je suis sévère, mais je le pense réellement. La qualité de notre armée est, à mon avis, bien supérieure. Et puis, bien sûr, il y a d'autres armées qui émergent. N'oublions pas les Chinois, qui sont la puissance émergente, dominante de ce XXIe siècle, et qu'on occulte trop souvent. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons besoin de nos amis russes, pour parfaire cette défense européenne dans laquelle ils sont complètement impliqués. Alors les considérer comme des ennemis ou comme une force menaçante, je veux dire, n'ayons pas 50 ans de retard, le communisme est mort, l'URSS est morte, la Russie d'aujourd'hui est un État qui progresse énormément, qui doit tout, je pense, au président Poutine, dont il faut saluer la stature d'homme d'État, que ça plaise ou non, et qui est en train de refaire de son pays un grand pays. Voilà, donc on aurait des leçons à prendre, à mon avis. Alors, colonel, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, l'armée française souffre d'un manque de moyens. Ça va nous emmener au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, puisque c'est sur ce thème que le général de Villiers, Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées, avait pris la parole pour expliquer justement la vétusté des installations de l'armée française et la difficulté avec laquelle elle pouvait entretenir et s'occuper de son armée. Est-ce que c'était légitime de la part du chef d'état-major des armées, qui a un droit de réserve bien entendu, de s'exprimer sur ce thème ? Alors je pense que le général de Villiers a fait en conscience ce qu'il devait faire et qui a d'ailleurs eu un certain effet finalement, puisqu'un certain nombre de choses, pas au niveau souhaitable, mais se sont quand même débloquées dans la foulée de cette démission fracassante. Et puis, un chef d'état-major des armées ne se laisse pas traiter en public devant des officiers étrangers comme un petit garçon par un tout jeune président de la République qui vient de prendre ses fonctions quelques semaines auparavant. Justement, on va peut-être regarder ce passage qui est éloquent. Je considère, pour ma part, qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nuls commentaires.
Alors comme vous le dites, c'était une sacrée entrée en matière. Oui. Sacrée entrée en matière parce que il a créé d'emblée une césure profonde avec l'armée française. Il a même donné une aura et une popularité au général de Villiers qu'il n'avait pas forcément nécessairement autant à ce moment-là, je dirais, au sein des armées françaises. Ça, c'est une faute, à mon avis, Son départ grave. l'a témoigné, d'ailleurs, avec une haie d'honneur absolument incroyable. Oui, il a eu, Pierre de Villiers a eu à ce moment-là des adieux, non pas des adieux officiels, comme l'aurait voulu le règlement militaire, et puis une certaine dignité, dans la cour des Invalides, les drapeaux et étendards étant de sortie ce jour-là. Il est parti en tenue de travail, mais au milieu de la foule de ses collaborateurs de tout grade, civils et militaires Ballard, ce qui est un bel hommage, hein, parce que les gens ont immédiatement compris ce qui se passait. Voilà, moi, simplement, je l'aurais fait à sa place, je l'aurais fait 2-3 jours auparavant. Le 14 juillet, j'aurais pas attendu le 16 ou 17 juillet pour le faire, parce que c'était symbolique, voilà. Mais il l'a fait, et ce faisant, il a fait ce qu'il pouvait faire de mieux pour la dignité. Pour secouer l'institution politique à l'égard de l'armée. Pour la dignité de la France, pour la dignité de son armée, pour l'efficacité des traitements à consentir à cette armée par la suite, il a fait de son mieux. Voilà. Donc Alors, il n'en reste pas moins que ces points d'amélioration qui ont été consentis, entre guillemets consentis par le pouvoir politique à l'égard de l'armée française, n'a pas été médiatisé comme les critiques du général de Villiers. Face à cela, est-ce qu'on peut estimer que le général Lecointre, qui est donc le successeur de Pierre de Villiers, a finalement accepté de prendre un poste et de rester dans son devoir de réserve sans pouvoir finalement avoir une telle pression comme l'a eu son prédécesseur? Ah, écoutez, je crois que le général Lecointre, que je connais un peu, beaucoup moins que Pierre de Villiers, qui est un ami et de ma génération, le général Lecointre a hérité d'une situation quand même assainie, d'une certaine manière, par son prédécesseur, parce que je vois mal le président de la République débarquer son nouveau chef d'état-major des armées dans les années qui suivent. 2, ça ferait beaucoup pour le même. Donc je pense que d'une certaine manière, le général Lecointre pourrait travailler sereinement. Il est protégé par la démission du général de Villiers. C'est ma conviction. Je ne vois pas le président de la République se heurter frontalement aujourd'hui à une déclaration du général Lecointre. C'est mon avis personnel. Bon, ça tombe bien parce que visiblement les déclarations du général Lecointre, pour le moment, il n'y en a pas souvent. Non, il est assez discret. Il a quand même 1 ou 2 fois élevé un peu la voix pour dire la vérité, hein, simplement la vérité. Et on ne lui a pas reproché. Je rappelle que Pierre de Villiers, quand il s'exprimait à huis clos devant la Commission de la Défense nationale. Et donc on aurait mieux fait de s'interroger sur les causes de cette fuite dans la presse, plutôt que d'en faire un procès personnel à son égard. Donc je crois que là-dessus aussi, nous ne savons pas tout. Il se passe des choses derrière le rideau, parfois, et qui ne sont pas toujours très avouables. Merci beaucoup, colonel Hogar. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission pour la commémoration du centenaire de la Grande Guerre. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission un peu spéciale. Je vous retrouve la semaine prochaine.